Bonjour à tous, je suis Béatrice Couéron, professeure. J'ai le plaisir cet après-midi de vous inviter à un TP Déco avec Patrick Artus. Patrick Artus va traiter de la question le taux d'emploi, pourquoi c'est capital? Qu'est-ce qui distingue la France de ces autres pays? En quoi le taux d'emploi devrait attirer beaucoup plus notre attention sans doute que ça ne l'est vraiment? Alors, Patrick Artus, vous êtes économiste, vous êtes conseiller chez Natixis, vous êtes aussi enseignant de longue date et enseignant à Paris School of Economics. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que le taux d'emploi, c'est capital? Oui, alors le taux d'emploi, ça reflète, il y a deux variables qui reflètent la capacité d'une économie à produire, et à créer de la valeur, à fabriquer des biens et services. C'est le taux d'emploi et le niveau de productivité. Et en gros, on peut dire que la capacité productive d'une économie se mesure finalement au produit du taux d'emploi et de la productivité du travail. Alors, traditionnellement, la France avait un niveau de productivité élevé, mais, on a une inquiétude dans la période récente, depuis 2-3 ans, depuis la crise de la Covid, c'est que la productivité du travail baisse en France et elle baisse beaucoup plus fortement que dans les autres pays de la zone euro. La productivité du travail a baissé de 3% en France depuis le début de 2020, depuis le début de la crise de la Covid. Et ça, c'est une première mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que nous avons perdu 3% de production potentielle, de capacité de production. Et puis, la seconde variable qui est clé, c'est le taux d'emploi. Donc, c'est la proportion de personnes qui disposent d'un emploi. Traditionnellement, et à l'inverse de la productivité, la France est caractérisée par un taux d'emploi faible. Ce taux d'emploi faible était compensé assez largement par le niveau élevé de la productivité jusqu'à il y a 3-4 ans, jusqu'en 2019. Et comme je l'ai dit à l'instant, il n'est plus compensé par le niveau élevé de la productivité, puisque le niveau de productivité baisse assez fortement. Alors, le taux d'emploi en France, quand on prend une définition très large, le taux d'emploi des actifs de 15 à 64 ans, est égal à 67%, et il est 9 à 10 points en dessous du taux d'emploi des pays qui ont une performance en matière de taux d'emploi très bonne, par exemple l'Allemagne, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, etc. Donc vous voyez sur ce graphique le taux d'emploi de quelques pays européens. Vous voyez qu'il y a le paquet des pays à taux d'emploi faible, c'est les pays du sud de l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie et puis la Belgique, qui ne se caractérise pas comme étant un pays du sud, mais qui a un taux d'emploi faible. Et puis il y a les pays à taux d'emploi élevé, par exemple les Pays-Bas, l'Allemagne, et on pourrait compléter par la Suède, la Finlande, etc. Et vous voyez qu'il y a une différence considérable. Si vous faites l'écart entre la France et l'Allemagne, c'est un écart de 9 points de taux d'emploi. Et ce qui est aussi frappant, c'est que la France et l'Allemagne avaient des taux d'emploi identiques depuis la création de l'euro jusqu'en 2003-2004. Et donc, on part d'une situation de taux d'emploi égal en France et en Allemagne. Et puis, le taux d'emploi est à peu près plat en France et il monte régulièrement en Allemagne. Alors, on peut rapidement, parce que je vais après me concentrer sur le cas de la France, on peut donner deux explications à la hausse du taux d'emploi de l'Allemagne. C'est l'allongement de l'âge légal de la retraite et puis c'est une hausse forte du taux d'emploi des femmes qui a été obtenue par des politiques de garde d'enfants. Traditionnellement, le taux d'emploi des femmes allemandes était assez faible. Et puis, il y a eu des politiques mises en place de création de crèches, etc., et de facilité de garde des enfants jeunes, qui a aligné et même fait passer le taux d'emploi des femmes allemandes dans la partie de leur vie où le taux d'emploi est élevé, de 30 à 60 ans, un peu au-dessus même du taux d'emploi des femmes françaises. Alors, revenons à la France, on peut faire une simulation de tête qui est de se dire
qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus si on avait le taux d'emploi des Allemands? Si on avait un taux d'emploi de 8 à 9 9 points, pendant 9 points plus élevé qu'il est aujourd'hui. Alors, 8 à 9 de taux d'emploi, quand le taux d'emploi est autour de 70 hein, ça correspond à, on a un écart de 9 points, ça correspond à 13 d'écart de l'emploi. On aurait 13 en plus d'emploi qui correspond à 9 points d'écart de taux d'emploi. Et 13 en plus de l'emploi, par exemple, ça nous amènerait un supplément de production, de PIB, de production, alors probablement inférieur à ce 13%, parce que les emplois que vous créez quand le taux d'emploi est déjà élevé sont des emplois un peu moins productifs, qui ont des productivités individuelles un peu plus faibles que la moyenne. Ça nous amènerait à peut-être 12% de hausse du PIB, et ça nous amènerait à le PIB augmentant de 2%, à peu près 6 points de recettes fiscales en plus, puisque la pression fiscale est autour de 50% en France. Et donc, on aurait 6 points de pression fiscale en plus. Par exemple, cette année, toutes choses égales par ailleurs, on aurait un excédent budgétaire de 1 point de PIB au lieu d'un déficit budgétaire de 5 points de PIB. Alors là, vous voyez la pression fiscale, et vous voyez que la France a une pression fiscale plus élevée que les autres pays, hein, plus élevée par exemple de 6 points de PIB que l'Allemagne, et cet écart serait totalement résorbé si on avait le taux d'emploi des Allemands. Et donc, on comprend bien que le gouvernement français ne se contente pas du taux d'emploi faible de la France et voudrait avoir un taux d'emploi plus élevé qui nous amène un supplément de production, un supplément de richesse créée, et puis un supplément de recettes fiscales qui rendrait possible toutes sortes de politiques d'amélioration du système de santé, d'amélioration du système éducatif, de financement de la transition énergétique, etc. Et donc, cet objectif de hausse du taux d'emploi paraît légitime. Alors, peut-être parmi vous, il y a des anti-productivistes et des gens qui n'adhèrent pas à l'idée qu'il faut avoir la production le maximum possible, mais la hausse du taux d'emploi, c'est une façon assez légitime d'avoir un supplément de richesse. Ça serait aussi associé à une baisse de la pauvreté, puisqu'il y aura plus de gens qui auraient un emploi, à une baisse des inégalités hommes-femmes, puisque beaucoup de femmes sont pénalisées par le taux d'emploi faible, à une baisse des inégalités globalement. Ça aurait plein de conséquences positives. Et puis, à nouveau, à une capacité des finances publiques de financer beaucoup de dépenses publiques supplémentaires qui sont très nécessaires aujourd'hui. Alors, pour avancer, il faut regarder, je vais me concentrer sur le cas franco-allemand, peut-être on peut revenir au taux d'emploi, et à nouveau, il y a des pays, le Pays-Bas, la Suède, où le taux d'emploi est encore plus élevé qu'en Allemagne. Je vais me concentrer sur le cas franco-allemand. Donc, on vient de voir que amener le taux d'emploi en France au niveau de l'Allemagne permettrait d'avoir 6 points de PIB de recettes fiscales en plus, dont on ferait ensuite ce qu'on voudrait. Et je voudrais maintenant dire de quel biais vient le taux d'emploi faible de la France. Et on voit qu'il a 3 origines. Une origine qui est le taux d'emploi faible des 15-29 ans, des jeunes. Une origine qui est le taux d'emploi, même si le taux de chômage a beaucoup baissé, mais le taux d'emploi des adultes, des 30-59 ans, est plus bas qu'en Allemagne de 3 ou 4 points. Et une troisième origine qui est le taux d'emploi faible des plus de 60 ans ou plus. Donc ce sont des chiffres qui sont bien documentés aujourd'hui en raison du projet de réforme des retraites. On a un taux d'emploi des 60 ans, de la tranche 60-64 ans en France qui est de 37%, alors que dans la plupart des pays nordiques ou en Allemagne, ce taux d'emploi est 30 à 35 points plus élevé.
Et ces trois explications de la faiblesse du taux d'emploi pèsent à peu près pour 3/3 dans l'explication globale de la faiblesse du taux d'emploi. Il y a un tiers qui vient du taux d'emploi faible des jeunes, un tiers qui vient du taux d'emploi faible des adultes et un tiers qui vient du taux d'emploi faible des seniors, des plus de 60 ans. Alors, évidemment, je disais à l'instant qu'il était assez légitime parce qu'à nouveau, nous avons une stagnation et même un déclin de la productivité. Et puis, nous avons le vieillissement démographique, nous avons un taux d'emploi des jeunes extrêmement faible. Il est assez légitime de mettre en place des politiques qui visent à augmenter le taux d'emploi. Et ici, je voudrais dire que la réforme des retraites n'augmentera, d'après les calculs du gouvernement, c'est des calculs illustratifs, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont la partie des personnes âgées de plus de 62 ans qui reviendront effectivement à l'emploi. Et d'après même les calculs du gouvernement, la réforme des retraites n'améliorera que peu le taux d'emploi des plus de 60 ans. Hein. Le taux d'emploi des plus de 60 ans augmenterait en gros de 6 points, hein, ce qui correspond à une hausse d'1 point à peu près du taux d'emploi global. C'est d'ailleurs l'estimation qui a été donnée par Bruno Le Maire que cette réforme augmenterait de 1 point le PIB. Hein. Et donc, on resterait extraordinairement loin du taux d'emploi des plus de 60 ans dans les pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, et extraordinairement loin du taux d'emploi pour toutes les couches d'âge et toutes les tranches d'âge globalement, hein, des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. À nouveau, on corrigerait 1 point de l'écart de 9 points du taux d'emploi français par rapport à l'Allemagne, ou de l'écart de 14 points du taux d'emploi, 13 points du taux d'emploi français par rapport aux Pays-Bas. Donc on corrigerait qu'une très petite quantité de l'insuffisance du taux d'emploi en France. Et donc ça me fait penser, et ça m'amène à conclure de cette première partie, que la réforme des retraites, ça ne peut pas être le seul instrument de hausse du taux d'emploi. Il faut absolument y associer des politiques de hausse des compétences, hein, des politiques de réforme du système éducatif et de formation professionnelle, des politiques poussant les entreprises à former leurs salariés, même quand ils ont plus de 55 ans. Et on ne peut pas se baser uniquement sur l'allongement de l'âge légal de la retraite pour accroître le taux d'emploi. Ça ne corrigerait qu'une très petite fraction de notre insuffisance de taux d'emploi global. Alors, autre conséquence de l'insuffisance du taux d'emploi, c'est le problème je l'évoquais en faisant une simulation de tête entre parce qu'une réforme amenant le taux d'emploi en France au niveau du taux d'emploi en Allemagne amènerait en termes de recettes fiscales. Et l'autre façon équivalente de voir les choses, c'est de dire que des pays à taux d'emploi faible comme la France ont structurellement des problèmes d'équilibre de leurs finances publiques. Et même si la pression fiscale en France est beaucoup plus élevée qu'en Allemagne, on a 6 points d'écart entre la pression fiscale en France et la pression fiscale en Allemagne. Les finances publiques françaises sont, depuis que le taux d'emploi diverge entre la France et l'Allemagne, sont dans une situation incroyablement dégradée par rapport aux finances publiques allemandes. Vous voyez par exemple ici le taux d'endettement public. Hein, le taux d'endettement public en France et en Allemagne était assez proche au début à la création de l'euro. Hein, et vous voyez que le taux d'endettement public de l'Allemagne, hein, aujourd'hui, est de 70% du PIB, avec celui de la France à 115 ou un peu plus du PIB. Et cela s'explique parce que un taux d'emploi faible, c'est une faible capacité à produire. Comme je le disais tout à l'heure, ça génère des inégalités de revenus importantes. Et parce que simplement, il y a moins de salaires par foyer. Hein, et un taux d'emploi faible va être compensé par une politique fiscale stimulante, hein, pour compléter les revenus des personnes qui
n'ont pas d'emploi. Par exemple, ça veut dire qu'il y a en France davantage d'aide sociale, davantage de prestations sociales globalement, davantage de dépenses d'indemnisation du chômage, etc., à cause de la faiblesse du taux d'emploi. Et donc, on a créé une situation où structurellement, les finances publiques de la France se sont dégradées par rapport à celles de l'Allemagne et d'ailleurs de tous les pays du Sud. Hein, et on voit bien que le taux d'emploi, c'est la cause de cette dégradation relative des finances publiques de la France par rapport aux finances publiques par exemple, des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont un taux d'emploi élevé. Simplement, naturellement, il y a moins de dépenses publiques, il y a moins besoin de faire des dépenses publiques dans un pays où le taux d'emploi est plus fort et où donc davantage de personnes ont un emploi rémunéré normalement et ne nécessitent pas d'aide publique et d'aide de l'État pour compléter leurs revenus. Et donc, le résultat du taux d'emploi faible, c'est aussi une dégradation structurelle des finances publiques. Et donc, ça rend plus légitime hein, les politiques de redressement du taux d'emploi. Voilà, donc, peut-être je termine sur ce point, je prends des questions. Et donc, on a un taux d'emploi anormalement faible en France, mais en France, en Espagne, en Italie, etc., dans les pays du Sud, ce qui ne résulte que assez peu de l'âge de la retraite. À nouveau, repousser l'âge de la retraite n'aura qu'un effet de hausse assez modeste du taux d'emploi. On peut corréler le taux d'emploi extrêmement bien avec les compétences de la population active. Hein, les pays où il y a un taux d'emploi élevé sont des pays où les compétences de la population active sont élevées, par exemple les pays nordiques ou l'Allemagne. Et donc, l'essentiel de l'effort qu'il faut faire pour redresser le taux d'emploi, c'est un effort de redressement des compétences à tous les âges. C'est un effort à nouveau de redressement, de réduction du taux de chômage des jeunes, de réduction du temps qu'il faut pour les jeunes pour s'insérer sur le marché du travail par des politiques de formation initiale, de requalification, de politiques de la seconde chance, etc., beaucoup plus actives, et politiques qui visent à favoriser la formation des chômeurs. Vous savez que dans les pays nordiques, au bout de quelques jours, un chômeur se voit proposer un programme de formation et qui est très efficace pour le ramener à l'emploi. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que perdre son emploi, par exemple au Danemark ou en Finlande, n'a aucun effet négatif sur la santé de la personne qui perd son emploi. Il n'y a pas de stress associé à la perte d'emploi parce qu'on sait que le système est organisé de manière à permettre un retour rapide à l'emploi, et des politiques de maintien des programmes de formation pour les salariés de 50, 55 ans, 60 ans, qui sont absolument nécessaires pour leur apprendre des outils numériques, etc., et qui puissent continuer à participer à la force de travail. Donc, c'est plutôt des politiques globales de compétences depuis les jeunes jusqu'aux pré-retraités que la réforme des retraites en tant que telle. C'est une petite brique, mais essentielle quand même, c'est les politiques d'amélioration des compétences, et c'est là que la France pêche énormément. Et puis à nouveau, quand vous avez un taux d'emploi faible, tout va mal. Vous avez un déficit public élevé, vous n'avez pas de capacité à augmenter les dépenses publiques parce que les recettes fiscales sont faibles. Vous avez des personnes dans des situations très difficiles, des personnes de 55, soit entre 55 et 60 ans qui ne peuvent pas retrouver un emploi, qui tombent dans les systèmes qui sortent de l'indemnisation du chômage, qui tombent dans des systèmes de RSA, etc., de revenus de remplacement. Et donc, vous avez globalement le corps social qui va moins bien quand le taux d'emploi est faible. Je crois que ça devrait être un argument très, très fort pour améliorer, pour faire des politiques qui redressent le taux d'emploi. Et à nouveau, la politique qui consiste à repousser l'âge de la retraite n'est qu'une politique assez secondaire finalement par rapport aux politiques de développement des compétences à tous les âges. Merci beaucoup, Patrick. Alors, j'invite tous les collègues à poser des questions dans le chat et je vais les relayer à Patrick Artus. Une première question qui est effectivement intéressante. Y a-t-il une différence marquante entre le vieillissement des populations françaises et allemandes
peut-elle expliquer cet écart? Oui, alors les Allemands sont une incitation plus forte à mener des politiques de taux d'emploi élevés, mais à nouveau, en Allemagne, il y a des politiques d'abord de formation initiale extrêmement différentes de la France. Vous savez que le poids de l'enseignement technique est beaucoup plus élevé et que beaucoup de jeunes Allemands se dirigent vers l'enseignement technique et pas vers l'enseignement général. Et cela a été assez efficace en Allemagne pour faire remonter le taux d'emploi des jeunes en particulier. Et puis, l'Allemagne a eu longtemps enfin encore maintenant, une politique d'immigration extrêmement active. Et donc, la population immigrée est une partie croissante de la population totale en Allemagne et de la population active totale. Mais cela étant, l'Allemagne a la perception de son vieillissement. Et donc, ça l'a incité à donc, bien former ses salariés. L'employabilité des salariés allemands est nettement supérieure à l'employabilité des salariés français. Il y a beaucoup de formations en entreprise, etc. À garder les salariés en entreprise plus tard. L'âge moyen de départ à la retraite en Allemagne, c'est à peu près 64 ans et demi. L'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 63 ans un tiers dans le secteur privé. Et avoir un système de retour à l'emploi, comme dans les pays nordiques, qui est très efficace et qui assure un retour à l'emploi rapide, avec des contraintes. Le système, le flex sécurité, comme on dit, c'est un système qui ne laisse pas les gens longtemps au chômage, qui assure le retour au chômage, mais le retour à l'emploi rapide, lorsque vous perdez votre emploi, mais en Allemagne, comme au Danemark, comme dans les pays nordiques, qui est en Suède, etc., qui est un système assez contraignant, où par exemple les chômeurs n'ont pas le droit de refuser plus d'un certain nombre d'heures de travail. Ils doivent absolument être assidus dans les programmes de formation, etc. Et donc, c'est associé une certaine contrainte à la capacité de l'économie à ramener à l'emploi très rapidement les personnes qui perdent leur emploi. Également sur la qualité des emplois en Allemagne notamment. Est-ce que... Oui, alors la qualité des emplois en Allemagne, alors c'est pas très étonnant. Enfin, quand vous regardez les séries de taux de chômage par niveau d'éducation, par niveau d'éducation essentiellement, le taux de chômage des gens très éduqués est pratiquement pas cyclique. Les Français qui ont des diplômes d'éducation supérieure ont un taux de chômage qui est très proche dans les récessions et dans les périodes de boom. Le taux de chômage des périodes moyennement éduquées est un peu cyclique, mais l'essentiel de la variabilité du taux de chômage, elle vient des personnes peu qualifiées. Et donc, il faut admettre cette chose, enfin, je veux dire, il faut admettre ce résultat. Le taux de chômage des peu qualifiés est plus élevé en moyenne et beaucoup plus lié au cycle économique que le taux de chômage des qualifiés. Ce qui fait que quand vous ramenez à l'emploi une partie croissante de la population active, vous ramenez à l'emploi surtout des gens peu qualifiés. Les gens qualifiés ont un emploi et souvent un emploi. Et donc, assez nécessairement, vous dégradez la qualité des emplois. La difficulté n'est pas finalement de ramener à l'emploi. Enfin, l'exemple allemand, l'exemple des pays nordiques montre qu'il y a un taux de chômage des plus de 60 ans en Allemagne ou dans les pays nordiques qui est entre 70 et 75%. Donc, vous pouvez avoir des taux de chômage pratiquement, des taux d'emploi équivalents sur les plus de 60 ans et sur les autres tranches d'âge de la population. La difficulté, c'est que vous savez que quand vous ramenez à l'emploi des personnes peu qualifiées, elles trouvent initialement un boulot peu qualifié. Et la difficulté, c'est de ne pas les laisser à long terme dans un travail peu qualifié. Donc, c'est une difficulté qui est associée à une bonne formation professionnelle, des bons programmes de formation publics ou dans les entreprises. Si vous n'avez pas de ces programmes de formation, le retour à l'emploi
conduira aux personnes effectivement à avoir un emploi, mais à avoir un mauvais emploi tout le restant de leur jour. Et donc, en particulier, les pays nordiques ont fait un énorme effort dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a retour à l'emploi, mais il y a la poursuite de la formation et il y a une élévation de la qualité des emplois au fur et à mesure de la vie parce que les gens sont bien formés. Mais vous ne pouvez pas demander que une personne qui a été au chômage assez longtemps retrouve un emploi très qualifié. Assez naturellement, elle va retrouver un emploi peu qualifié. L'essentiel, c'est de ne pas la laisser pendant des années, n'avoir qu'un emploi peu qualifié et la former pour qu'elle débouche dans des emplois plus qualifiés. Il y a la réforme de la formation professionnelle en France qui a essayé d'aller dans ce sens. C'est un peu tôt pour juger des résultats. Les résultats sont positifs, mais peut-être moins positifs que ce à quoi on s'attendait. Bon, probablement, on n'a pas donné le temps à France Compétences, etc., à trier entre les formations efficaces et non efficaces. C'est très important de continuer à former les gens, même quand elles sont revenues à l'emploi. Et on parle justement du taux d'emploi et de l'âge de la retraite, et donc de ces questions-là pour inciter les entreprises à garder leurs salariés plus âgés. Et quelles mesures faut-il? Des mesures incitatives, coercitives? On entend tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, le gouvernement français a pratiqué le name and shame, hein, c'est-à-dire donner les noms des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne gardent pas leurs salariés âgés. Bon, moi, j'avais pensé qu'on pouvait utiliser la même politique qu'on utilise pour les peu qualifiés, c'est-à-dire de baisser les charges sociales à partir de 55 ou 60 ans et de compenser avec des charges sociales accrues sur les moins de 55 ou les moins de 60 ans. Apparemment, ce n'est pas une piste qui a été retenue. Ça me paraît constitutionnel, parce qu'on fait ça pour les peu qualifiés, pourquoi pas pour les salariés âgés. Et puis la piste de la coercition n'a pas été retenue non plus. C'est la seule piste qui a été retenue dans la prochaine réforme des retraites, c'est une piste de nomination. Enfin, on connaîtra les entreprises qui font l'effort de garder leurs salariés âgés ou qui ne font pas l'effort de salariés âgés, mais pour l'instant, ça s'arrête là. Je crois qu'il y a naturellement, dans le patronat français, d'abord un rejet de la coercition sur ce point et peut-être une part de schizophrénie, c'est-à-dire le patronat français demande qu'on repousse l'âge légal de la retraite, mais pas visiblement prêt à faire les efforts pour garder les salariés plus âgés en entreprise. Donc, et puis, évidemment, quand on repousse l'âge de la retraite, il y a la question de la pénibilité au travail. On ne peut pas imaginer qu'un salarié qui a un travail pénible toute sa vie continue, après 50 ans, à garder un travail pénible. On peut gérer ça de deux façons, hein. Soit d'une façon, je veux dire, de la façon qui apparemment a été retenue, qui est de limiter le nombre d'années de travail que doit faire un salarié qui a eu un travail pénible, ou bien on pourrait imaginer un programme plus ambitieux qui soit un programme de reconversion des salariés ayant un travail pénible autour de 55 ans, de manière à ce qu'ils finissent leur carrière dans un travail non pénible. Ça a été c'est ce qui est fait dans certains pays du nord de l'Europe. On a l'impression que le gouvernement a finalement accepté que la pénibilité du travail permette de continuer à travailler moins longtemps et n'a pas fait l'effort d'imaginer des modèles de fonctionnement, d'organisation du marché du travail qui permettraient aux salariés ayant eu toute leur vie un travail pénible de passer à un autre travail à 55 ans, par exemple, et à continuer à travailler avec une pénibilité beaucoup moindre du travail. Donc, effectivement, ce n'est pas facile à organiser, mais à nouveau, l'âge moyen de départ à la retraite en Allemagne est au-delà de 64 ans et demi et il n'y a pas de problème majeur
qu'il soit apparu une pénibilité du travail en Allemagne. C'est une question d'organisation interne dans les entreprises et d'organisation de mobilité du travail entre des emplois pénibles et des emplois non pénibles. Donc, on peut regretter que ça n'a pas été fait. Et finalement, cette réforme des retraites que proposée ne concerne qu'à peu près 60% des salariés, puisque 40% des salariés continuent à bénéficier d'un départ à la retraite plus jeune. Et si on avait voulu que cette réforme soit efficace pour monter le taux d'emploi, il aurait fallu que ça touche tous les salariés. Et on ne pouvait pas imaginer que les salariés ayant eu un boulot pénible continuent dans le même travail. Donc, il aurait fallu faire un vrai effort d'investissement dans la reconversion de ces salariés, ce qui n'a pas été fait. Il y a aussi une question sur les politiques de formation tout au long de la vie. Est-ce qu'il y a une politique spécifique dans ce domaine-là en Allemagne? Et est-ce qu'elle est plus terre à terre avec les besoins concrets du terrain, c'est-à-dire peut-être plus pragmatique et rattachée au terrain? Alors, en Allemagne, il y a beaucoup de politiques de formation et il y a une situation d'abord où les jeunes Allemands ont une formation initiale très différente. Comme je le disais tout à l'heure, les jeunes Allemands, beaucoup de jeunes Allemands vont dans des universités techniques, ce qu'on appelle en Allemagne, pour une formation en alternance à partir du bac, hein, etc., et qui les forment à des spécialités en entreprise, et donc ont un accès au marché du travail plus jeune que les jeunes Français. Et donc ça, c'est sur la formation initiale. Et sur la formation continue en Allemagne, je crois qu'elle est beaucoup plus proche du terrain. C'est-à-dire que c'est beaucoup les branches professionnelles qui assurent la formation continue et elle est beaucoup plus ciblée sur les besoins des entreprises. Mais honnêtement, vous n'arrivez pas à un taux d'emploi des plus de 60 ans de 65 ou 70 ou même plus % si vous n'avez pas une politique de formation efficace qui permet de garder les gens en entreprise et qui permettent leur reconversion, leur formation. Donc, je crois que l'indicateur du taux d'emploi des plus de 60 ans révèle la qualité des politiques de formation à partir de 50 ou 55 ans. Alors, vous avez bien montré comment le taux d'emploi influe également sur le taux d'endettement. Une question intéressante, la hausse du taux d'emploi peut-elle être un levier d'amélioration de notre balance courante? Ah ben évidemment, oui. De toute façon, la balance courante de la France, alors la balance courante est moins déficitaire que la balance commerciale parce qu'on a l'excédent du tourisme et des services dans la balance courante, mais la balance courante de la France, je crois, le dernier point est un peu plus de 2 points de PIB extérieur. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, si vous, par un coup de baguette magique, vous passiez de 67 à 77% de taux d'emploi, vous auriez 10 points, et donc vous auriez 14% des salariés qui apparaîtraient par ce coup de baguette magique et qui produiraient pas que des biens, que des services, qui produiraient des biens exportables, etc. Donc le défaut de taux d'emploi en France, il se voit aussi sur la taille de l'industrie, sur la capacité à exporter, etc. Oui, bien entendu. Alors, c'est difficile à chiffrer parce qu'il faudrait avoir une répartition de la hausse du taux d'emploi que provoquerait telle ou telle mesure sur le poids, enfin, entre le secteur exportateur et le secteur domestique qui simplement vend des biens à l'intérieur du pays. Enfin, si c'est au prorata, vous savez que l'industrie française fait un peu moins de 10% du PIB, mais qu'il faut associer à ça un autre 10% du PIB qui sont les services directement liés à l'industrie. Donc, au moins 20% de la hausse de l'emploi qui serait procurée par une hausse du taux d'emploi améliorerait la capacité de production de l'industrie. Une question intéressante parce qu'elle traduit aussi les représentations qui peuvent être variées sur ces questions-là. Un internaute nous dit « L'apprentissage et l'alternance sont souvent rattachés dans notre inconscient aux métiers très techniques ou peu qualifiés. Est-ce que c'est la même orientation en Allemagne ?» On peut remettre les choses au clair là. Oui.
Alors, d'abord, on a une réforme de l'apprentissage et de l'alternance en France qui a profité essentiellement aux jeunes bien qualifiés. Quand vous regardez, les emplois créés en alternance ou en apprentissage, c'est beaucoup de jeunes qui étaient, qui sont qualifiés et qui sont à cheval entre une entreprise et une institution d'enseignement supérieur. Et donc, il reste beaucoup à développer l'apprentissage et l'alternance des jeunes moins qualifiés. Et voilà. Et en Allemagne, à nouveau, il y a une très grande intégration du système de formation professionnelle avec les entreprises et avec les universités techniques. Et ça, c'est fait au niveau des régions. Et donc, il y a vraiment une forte intégration. Et donc, on a des systèmes de formation qui sont adaptés aux besoins des entreprises, aux besoins d'emploi des entreprises, parce qu'ils sont conçus pour cela. Je crois qu'il y a encore un très grand potentiel de développement des systèmes d'alternance ou d'apprentissage pour développer pas seulement pour les jeunes qui sont en alternance dans le supérieur, mais dans les jeunes qui sont en alternance dans les métiers techniques. Hein, et on pourrait avoir l'objectif. Je crois qu'on a en apprentissage et en alternance, aujourd'hui, on a combien de chiffres? On a 1 million. L'apprentissage, c'était 800 000. Oui, et enfin, faut ajouter apprentissage et alternance. 1 million, non? 1 million, enfin, c'est un gros million. Enfin, les Allemands sont à 1,5 million. Enfin, on pourrait avoir, ils sont plus nombreux que nous, on pourrait avoir l'objectif de créer encore 500 000 emplois en apprentissage et en alternance, mais en se concentrant plus sur les jeunes moins qualifiés, enfin moins initialement qualifiés. Et à nouveau, le taux de chômage des jeunes, même s'il a baissé avec les créations de nombreux postes, en apprentissage et en alternance en France, je crois que le dernier chiffre, c'est, alors j'ai oublié le chiffre du taux de chômage des jeunes en France, je devrais le savoir par cœur. Je regarde ça tout de suite. Je regarde le taux de chômage des jeunes en France. Et je crois qu'il est toujours 7 à 8 points supérieur au taux de chômage des jeunes Allemands. Hein. Donc, il y a quand même encore du travail à faire pour développer l'intégration en entreprise, le taux de chômage des jeunes. Je ne pourrais pas vous donner le taux de chômage des jeunes en France. C'est 18,3% en novembre 2022. Hein, et c'est les moins de 25 ans. Et si vous faites le taux de chômage des jeunes Allemands, c'est taux de chômage des jeunes en Allemagne, c'est voilà. C'est le taux de chômage des jeunes. Alors, c'est 5,8%. 5,8%. Et donc, il y a 12 points et demi d'écart entre le taux de chômage des jeunes Allemands et des jeunes Français, ce qui reflète, ce qui a une conséquence aussi favorable, c'est que l'âge d'entrée dans la vie active est beaucoup plus précoce en Allemagne. Et donc, les jeunes Allemands commencent à travailler plus jeunes. Et donc, ils ont tout leur trimestre de cotisation plus jeune aussi. Donc ça a plein d'avantages. Et c'est un énorme handicap du système de formation initiale français qui a ce taux de chômage des jeunes Français très élevé. Du coup, dans le fil de ce que tu évoques, une question est posée: quel levier est activé pour permettre à ces écosystèmes de se créer, écoles, entreprises, universités techniques? C'est une question de gouvernance ou de délégation. Comment s'en rapprocher avec le modèle français? D'ailleurs, est-ce vraiment adaptable à cette situation? Voilà, comment on fait? Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a des critiques qui sont apparues sur le système éducatif.
le système éducatif allemand associe, enfin, met les jeunes Allemands assez jeunes, hein, à partir de 17-18 ans, dans une filière technique. Et donc, il y a eu une critique qui est de dire ces jeunes ne seront pas toute leur vie dans cette filière technique, il va y avoir une accélération de la rotation sectorielle, de la rotation des emplois. Et donc, le système allemand est perçu en Allemagne maintenant comme un peu sclérosé parce qu'il il insère les jeunes dans une filière technique très jeune. Et donc, les jeunes Allemands n'ont pas beaucoup de formation généraliste. Ils ont une formation d'informaticien, de chaudronnier, enfin, etc., de salariés de l'automobile et pas forcément très adaptable à moyen terme. Honnêtement, ça ne se voit pas encore dans les chiffres. Le taux de chômage des jeunes, le taux de chômage global en Allemagne est beaucoup plus bas qu'en France. Ça reste extrêmement bas. Et effectivement, les secteurs industriels, les entreprises allemandes complètent cette formation initiale assez convenablement. Mais il y a cette critique. Ça n'encourage pas, peut-être pas, des grandes mobilités intersectorielles à l'intérieur de l'économie allemande. Cette critique, à nouveau, n'aboutit pas encore à un taux de chômage qui soit plus élevé en Allemagne et qui veut monter en Allemagne. Ensuite, alors, moi je crois qu'il faut redonner ces lettres de noblesse aux formations techniques. Il faut que la filière des lycées professionnels, des BTS, etc., soit des filières qui soient considérées, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas en Suisse, par exemple, comme des filières aussi nobles où les parents ont aussi envie d'envoyer leurs enfants que les filières générales. Il n'y a pas de raison qu'un lycée technique ou une filière technique soit moins bien considérée socialement, du point de vue de la rémunération, du point de vue des débouchés de carrière, qu'une filière généraliste. Et alors, il y a un biais français, effectivement, qui a été d'envoyer beaucoup trop de jeunes Français dans les filières généralistes et de pas maintenir à niveau les filières techniques en équipement, en investissement, en recrutement de professeurs, etc. Donc, je crois qu'on s'aperçoit du coût de cette politique et qu'on essaye de redresser la barre. Mais je crois qu'il faut absolument que ça soit une question de goût personnel d'intégrer une filière technique ou une filière généraliste et pas de motivation de type social. Ce n'est pas une motivation de type succès social ou rémunération. Il faut que ce soit simplement comme la Suisse ou l'Allemagne le montrent. Hein. Je veux dire, en Suisse, la grande majorité des jeunes, après le bac, ce qui s'appelle ensuite la maturité, vont dans des filières techniques et ne vont pas du tout dans des études générales. Et le pays s'en porte très bien. Donc, il faut absolument redorer le blason, si on peut dire, des filières techniques et leur donner les moyens de conduire à l'emploi et conduire au succès des jeunes. Alors, il y a des efforts qui ont été faits. Hein. Il y a des efforts de connexion entre les secteurs, les branches industrielles et l'enseignement technique et l'enseignement technologique. Mais honnêtement, il y a encore un déficit de réputation, je crois, des filières techniques et technologiques dans la population. Pour rebondir là-dessus, suite à un échange avec Pôle emploi et des entreprises, on manque terriblement de personnes qui ont un BTS au niveau même européen. Oui, bien sûr. Même, voilà, on n'est pas les seuls. En gros, le trou, c'est Bac plus 2, Bac plus 3. Quoi. Hein, on forme très, très peu de gens à Bac plus 2, Bac plus 3 et on forme trop de gens à des études longues. Et on sait bien que les entreprises aimeraient embaucher beaucoup plus de gens à Bac plus 2, Bac plus 3. Quoi. Une question aussi sur la qualité des emplois. Dispose-t-on de données de taux d'emploi corrigés de la qualité des emplois? Par exemple, y a-t-il plus de travail partiel et d'emplois avec peu d'heures en Allemagne, donc un nombre d'heures de travail qui expliquerait l'écart? Voilà, qu'en est-il vraiment? Alors, la durée du travail en Allemagne était traditionnellement faible
parce que les femmes travaillaient traditionnellement à mi-temps. Mais là, on parle il y a 20 ans ou 30 ans. À nouveau, il y a eu un grand changement dans la société allemande, qui est peut-être une conséquence du vieillissement démographique, où à nouveau, la situation des femmes allemandes est complètement régularisée. Il y a des capacités de garde. Enfin, il y a le modèle traditionnel de la femme allemande qui s'arrêtait pour éduquer ses enfants de travailler est complètement dépassé aujourd'hui. Non, je crois que à nouveau, à part le fait qu'il y a des emplois qui s'appellent les mini-jobs en Allemagne, qui ont été créés spécifiquement pour ramener à l'emploi des gens qui étaient au chômage de longue durée, et qui sont des emplois effectivement peu qualifiés et fragiles et précaires, etc. Il y a, il y a une décision explicite de transformer des chômeurs en salariés très peu qualifiés dans les services à la personne, dans la restauration, dans les abattoirs, enfin, tout ça. Et donc, les Allemands ont collectivement préféré d'avoir moins de chômeurs et plus de salariés, y compris avec des emplois peu qualifiés. Je crois qu'en dehors de ces mini-jobs, la structure de l'emploi en Allemagne montre que les emplois sont plus qualifiés en Allemagne. Il y a des emplois industriels pratiquement 2 fois plus nombreux qu'en France, des emplois de services attachés à l'industrie, à nouveau, quand vous faites l'industrie allemande plus les emplois de services attachés à l'industrie, vous avez près de 40% des emplois. Et donc, la moyenne des emplois allemands est plus qualifiée que la moyenne des emplois français. Mais à nouveau, il y a eu une préférence sociale pour ne pas accepter le chômage de longue durée et des politiques d'incitation assez dures. Hein. En fait, c'est des fameuses lois Hartz, etc., des années 80, pour transformer des chômeurs de longue durée en personnes qui avaient un emploi, même très subventionné, très peu qualifié, etc. Mais à part ça, le niveau moyen de qualification et de salaire, d'ailleurs, des emplois en Allemagne est nettement plus élevé qu'en France. Les Loirs, c'est le rejet allemand du chômage, hein, c'est-à-dire des politiques assez dures de gestion du marché du travail pour ne pas accepter des refus de formation, des refus d'acceptation d'un emploi, y compris moins payé que l'emploi initial. Mais, ça ne touche quand même qu'un petit pourcentage des salariés en Allemagne. Mais quand on prend l'ensemble des salariés en Allemagne, le niveau de qualification et la qualité des emplois est assez supérieur à la qualification et au niveau de la qualité des emplois en France. Il y a une question qui rejoint ce que vous avez dit précédemment, le fait qu'on se spécialise davantage ou plus rapidement en Allemagne. C'est un gros problème à long terme. L'agilité des profils dans un monde en plein bouleversement peut effectivement poser problème avec le système français. Oui, alors, des avantages. Alors il y a une idée reçue qui est qu'on va dans une société où on va, à cause du changement technologique, changer d'emploi très fréquemment, etc. Bon, c'est quelque chose qui est sympathique à dire. Et donc, effectivement, ça inciterait à privilégier des formations et des emplois qui soient assez généralistes et qui ne soient pas trop spécialisés dans un métier. Simplement, il y a le contre-exemple américain. Les États-Unis sont quand même assez avancés dans le progrès technique, font beaucoup plus de progrès technique, de recherche que nous. Et la durée moyenne durant laquelle un salarié reste dans le même emploi, dans la même entreprise, aux États-Unis, ne fait que s'allonger. Hein, et donc, c'est assez perturbant. Et donc, peut-être c'est un mythe, le mythe de la mobilité des emplois. Peut-être en réalité, les entreprises, ça se passe à l'intérieur des entreprises. Les entreprises évoluent technologiquement et emmènent leurs salariés. En tout cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. À nouveau, on a vu cet allongement continuel de la présence du même salarié dans la même entreprise, alors qu'on croyait que les salariés allaient devenir extrêmement mobiles, etc., et allaient changer très souvent d'emploi. Apparemment, c'est l'exemple américain ne montre pas ça. Et donc peut-être à nouveau, le bon modèle est-il d'une entreprise qui monte en gamme et entraîne vers le haut de gamme ses salariés, mais ses salariés tels qu'ils sont. Quoi.
Alors, on imagine qu'on arrive à regagner ces 9 points de taux d'emploi avec l'Allemagne. On fait quoi, Patrick Artus? On réduit notre taux d'endettement ou on fait les dépenses de transformation écologique, Non, d'éducation? alors on sait qu'on ne dépense que 2,5 points du PIB dans la transition énergétique, alors qu'il faudrait 2 points de PIB de plus hein, pour être au rythme des accords de Paris, hein, à peu près 1,7 degré d'augmentation de la température de la planète par rapport à la période pré-industrielle. Donc, il manque 2 points de PIB pour la transformation énergétique et écologique de nos économies. Ensuite, on a des déficits qui sont criants dans certains domaines, dans la recherche-développement. On a un déficit d'à peu près 1 point de PIB par rapport aux États-Unis en R&D. On a un déficit du système de santé. On voit bien que le système de santé souffre énormément. Et on a un déficit du système éducatif, particulièrement du système éducatif supérieur, hein, qui a beaucoup moins d'argent que dans les pays comparables. Moi, j'avais calculé qu'on pouvait consommer tout ce qu'apporterait le passage du taux d'emploi au niveau de l'Allemagne, hein, c'est-à-dire à peu près 6 points de PIB, entre la transition, la justice aussi, qui est très, très sous-budgétée en France, la transition, la justice, l'éducation, la santé et la R&D. Ça consommerait à peu près dans l'idéal, si on amenait ces dépenses dans ces domaines au niveau international, par exemple sur la R&D, sur la santé, sur l'éducation, ça consommerait à peu près les 6 points de PIB qu'on peut attendre d'économie du passage à un taux d'emploi nettement plus haut. Ça veut dire que on ne pourrait pas compter sur une réduction des dépenses publiques nettes, hein, mais on pourrait compter sur le fait que le supplément d'activité de production hein, qui serait entraîné par cette augmentation du taux d'emploi générerait un supplément de recettes fiscales qui réduirait effectivement le déficit public à dépenses publiques inchangées. Donc, si vous générez 6 points de PIB de plus de fabrication, de production nationale en réformant, en allongeant, en augmentant le taux d'emploi, mécaniquement, vous avez matière à consommer tout cet argent dans des dépenses publiques supplémentaires, mais vous avez un effet de second tour très important qui est que vous auriez plus de croissance. Hein, et donc, vous auriez une réduction du déficit public sans baisser quelques dépenses publiques que ce soit, simplement par le supplément de croissance que ça réduit. D'ailleurs, si vous regardez la réforme des retraites, qui est présentée et proposée par le gouvernement, la réforme des retraites s'autofinance. La réforme des retraites annule à peu près le déficit prévu des systèmes de retraite en 2030. Donc, on récupère 15 à 18 milliards, enfin, c'est plutôt 15 milliards nets, qui correspond à peu près aux évaluations qu'on a aujourd'hui du déficit public en 2030. Mais, comme dans notre calcul il y a une demi-heure, la réforme des retraites, même finalement pas très efficace pour faire monter le taux d'emploi, augmenterait quand même le taux d'emploi global de 1 point, il y aurait 1 point de PIB de plus, et il y aurait autant d'argent disponible, à peu près 13 milliards d'euros, par les recettes fiscales supplémentaires qui résulteraient du taux d'emploi plus élevé que directement dans l'emploi récupéré par les caisses de retraite. Et donc finalement, c'est une réforme qui rapporterait autant à l'État, mécaniquement par le fait qu'il y aurait plus de gens au travail et par les effets induits de ce que ces gens au travail produisent plus, etc. Et donc si vous augmentez par un coup de baguette magique de 8 ou 9 points le taux d'emploi, vous auriez simplement peut-être mécaniquement de quoi satisfaire le besoin de dépenses publiques plus élevé, à nouveau qui est concentré sur quelques postes de dépenses, mais vous auriez un effet induit très important qui vous permettrait quand même de réduire les déficits, qui serait le supplément de recettes fiscales lié au supplément d'activité. Alors, une question qui boucle, si je puis dire, ce TPDECO qui aurait à lui-même, sans doute, animerait une thématique.
Vous avez abordé la baisse de la productivité du travail en France. Oui. Quelle est l'explication Alors là, c'est un mystère. Le taux de la productivité dans l'économie française est 3% plus bas au troisième trimestre 2022, on n'a pas encore le quatrième trimestre, qu'en moyenne annuelle en 2019, donc avant la Covid. 3% plus bas. Et donc, si ça fait baisser l'emploi de 3%, c'est équivalent à une baisse d'emploi qui est 3 fois l'apport au taux d'emploi de la réforme des retraites. Donc, ça nécessite de s'interroger sur la cause de la baisse de la productivité. Alors, il y a la baisse de la productivité, donc 3 points, vient pour un tiers de la baisse de la durée du travail. Et alors, à nouveau, un point technique, nous n'avons aucune information sur la productivité des gens qui télétravaillent. Donc, ils sont supposés avoir la même. Je veux dire, on ne sait pas vraiment. Donc, ou sur la durée du travail des gens qui télétravaillent. Et donc, il y a un peu de forfaitaire sur le télétravail aux autres. Enfin, donc, pour un point, ça vient de la baisse de la productivité, de la durée du travail. Pour 2 points, ça vient de la baisse de la productivité horaire du travail. Alors, il y a 2 thèses qui s'opposent. Il y a une thèse qui est de dire c'est un effet transitoire, ces 2 points, parce que il y a des difficultés d'approvisionnement, des difficultés avec les chaînes de valeur. Les entreprises ont gardé des sureffectifs parce qu'elles ont eu un déclin transitoire de leur production, mais elles s'attendent à ce que leur production reprenne. C'est particulièrement le cas dans la filière automobile, où il y a une production extrêmement faible et 25% plus basse qu'avant. Il n'y a pas de licenciement majeur dans les filières automobiles. Il y a eu une baisse de la productivité. Donc, il y a la thèse optimiste qui est la productivité du travail va se redresser, au moins pour les 2 tiers qui ne sont pas dus à la baisse de la durée du travail. Et donc, c'est un effet transitoire lié aux difficultés transitoires des entreprises. Et la thèse pessimiste, c'est que la Covid a créé un mouvement de goût accru pour le loisir. Donc on désire tous travailler moins intensément, on désire avoir plus de loisirs. C'est possible aussi. Alors probablement les deux sont vrais. C'est très difficile de pondérer aujourd'hui. Il y a des études américaines qui bizarrement, qui bizarrement montrent par exemple que le télétravail accroît considérablement la productivité, donc qui n'est pas très cohérente avec ce qu'on observe nous. Nous, on a vraiment observé une baisse considérable de la productivité. Et alors, pour vous donner un exemple, même si la productivité, donc qui a baissé de 3 points entre la fin de 2019 et aujourd'hui, elle se stabilisait à ce niveau, était plate à ce niveau, elle serait, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites fait l'hypothèse que la productivité du travail depuis 2021 augmente de 0,7% par an. Et donc, à l'horizon de 2030, vous auriez plus de 7 points de déficit de PIB liés à l'écart entre la prévision de productivité qui continue à monter et la productivité déclinante puis stagnante qu'on peut imaginer. Donc, c'est absolument considérable. C'est infiniment plus que tout ce que fait la réforme des retraites. Et s'il y a 7 points de PIB en jeu à l'échéance 2030, il faut vraiment faire beaucoup d'études pour comprendre d'où vient la baisse de la productivité. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est un mouvement de préférence pour le loisir? Est-ce que c'est simplement du sureffectif transitoire dans les entreprises qui n'ont pas voulu licencier leurs salariés parce qu'elles attendaient un retour à meilleure fortune de leur chiffre d'affaires? On n'en sait rien, on peut imaginer tout. Il faut vraiment éclaircir ce point.